Bonjour à tous, de nouveau PN Théorie pour cette 4e émission sur l'amour de soi. Je pense que ce sera la dernière maintenant, j'avoue que je navigue sans boussole. Donc je vais tout simplement, comme je vous l'ai dit, au feeling, sans réelle préparation. Alors, on a vu un petit peu le rapport au corps. Pour s'aimer soi-même, comment est-ce qu'on pouvait se chouchouter, regarder son corps, savoir que son corps, ce n'est pas soi, mais simplement qu'on habite son corps, qu'on l'anime, puisqu'on est vivant. Donc notre corps n'est pas une machine, et notre cerveau, pas un ordinateur. Et nous ne sommes pas non plus notre cerveau. Donc, voilà ce que j'avais dit dans ma première vidéo à peu près. Après, j'avais dit d'autres choses aussi. En deuxième, d'où nous vient cet amour originel? Donc évidemment, il vient de la mère symbolique, c'est-à-dire la fonction maternelle qui, non pas donne la vie, mais donne naissance. Je préfère toujours cette expression de donner naissance plutôt que donner la vie. On n'est pas le principe de la vie, on n'est pas Dieu sur terre, pour ceux qui sont croyants. On donne simplement naissance, c'est pas nous qui donnons la vie. Voilà, ça c'est ce que je pense réellement, ce qui est plutôt la réalité. C'est un abus de langage de dire qu'on donne la vie. Et vous voyez, après, les abus de langage font qu'on a des schèmes de pensée en rapport avec ça et qu'on se pense tout puissant, tel un dieu en fait. Or, on donne simplement naissance. Même si on a beaucoup de puissance en soi, qui peuvent être en rapport avec la source, la divinité, Dieu, on appelle les choses comme on veut, ce principe de vie, mais on n'est pas Dieu, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de sortir de cet orgueil, parce que en fait, c'est dans les détails, on dit souvent le diable se cache dans les détails, donc j'utilise justement ces mots de Dieu et de diable pour les personnes à qui ça parle, parce que beaucoup de gens qui écoutent ont été élevés dans une éducation judéo-chrétienne, avec des références pour penser le monde, pour penser le bien, le mal, pour penser les choses, pour se penser soi-même. Ou bien d'autres qui écoutent aussi ont été dans une culture plutôt musulmane, mais que ce soit judéo-chrétien ou musulman, fait partie de ce qu'on appelle les religions du livre, monothéistes, c'est-à-dire qui sont d'accord, je dirais, sur le fait que la divinité est unique. C'est pas comme par exemple les deux dieux grecs auparavant, il y avait plusieurs dieux, ou dans d'autres cultures aussi. Donc on n'est pas on est dans une culture, pour ces personnes-là qui écoutent, qui représentent à peu près 90%, certainement, des personnes qui sont dans cette idée qu'il y aurait un seul Dieu. Peu importe les religions, on est quand même dans une idée commune. Alors, pourquoi je disais ça? Oui, parce que je voulais expliquer que par des abus de langage, on peut en arriver à penser qu'on est Dieu, et c'est souvent ce qui est dit parfois. Donc, avec le langage, c'est difficile, il faudrait essayer de pouvoir s'exprimer par des ressentis. C'est pour ça que j'aime bien l'art, tout ce qui est art, tout ce qui est artistique, ou tout ce qui est... tout ce qui peut s'exprimer autrement que par des mots. Parce que les mots limitent beaucoup, et en plus, peuvent nous faire dériver à cause de ces abus de langage. Vous voyez, en disant par exemple, j'ai donné la vie, quand on est une femme par exemple, ou une mère, j'ai donné la vie, on va se penser, et les autres vont penser, quand ils pensent une femme peut donner la vie, la femme elle est toute puissante en fait, elle est presque l'égale d'un dieu, elle peut donner la vie, alors que c'est pas ça. On donne naissance simplement, nous on fabrique pas la vie, on n'y peut rien si les ovaires fonctionnent, si des ovaires qui rencontrent des spermatozoïdes créent
des embryons qui créent des enfants. Ok, mais nous, on n'a pas été à l'origine de la vie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, je ferme cette petite parenthèse. J'en ouvre beaucoup, je trouve. Là, je la ferme. Donc, j'ai parlé de cet amour originel qui nous vient de la fonction. Donc, c'est quelque chose de très symbolique, hein, fonction maternelle, c'est-à-dire là d'où on vient, ce qui a fait que on est né, ce qui nous a donné naissance, le principe féminin, si on veut, principe maternel même, d'accord? Sans parler réellement de personne. Et donc ça, il faut se le recréer soi-même. Dans la troisième partie, j'ai parlé beaucoup de la relation à l'autre, qui est en relation avec la relation à soi. Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais dit que je commencerais la vidéo avec la citation d'Emmanuel Levinas, avec laquelle j'ai terminé la troisième, qui était « Rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme ». Parce que je m'étais dit que j'allais parler aussi de la relation à l'autre. Et finalement, ça ne va pas être pour aujourd'hui, je suis désolée. Tellement de choses à dire. Donc, je vais continuer sur... Alors, et je parlais dans cette relation à l'autre de ce faux amour qu'ont eu souvent les personnes qui n'ont pas eu d'amour inconditionnel, ou pas assez, ou pas suffisant, ou pas comme il fallait, pas accompli, bref, ou qui ne sont pas senties comprises ou compris. C'est ce que me disait une des personnes dans les commentaires. Mais en fait, la compréhension, c'est aussi une partie de l'amour, parce que normalement, quand on aime quelqu'un, mais de cet amour inconditionnel, éternel, et puis qui n'attend rien de l'autre, on n'a pas besoin de le comprendre pour l'aimer. On l'aime. Voilà, c'est tout. Ça fait partie, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, mais c'est parce qu'on ne les accepte pas qu'on peut être dans une sorte de rejet. On ne comprend pas, qu'on n'accepte pas. Dans ce cas-là, c'est parce qu'on est capable d'amour du même seulement, mais pas de l'amour du différent. Or, quand on aime inconditionnellement, et quand on a appris à aimer, donc il faut un peu quand même de maturité, on n'aime pas seulement le semblable à soi, mais on aime aussi ce qui est différent. On est capable de l'aimer, ça demande des efforts. Parce qu'on doit aimer quelque chose qu'on ne comprend pas, ou quelqu'un dont on n'aime pas tout, forcément. Et voilà, cet amour-là, inconditionnel, éternel, et qui n'attend rien de l'autre, qui est plutôt comme un amour, comme l'amour du monde, l'amour divin, on pourrait dire, et bien en fait, il n'est pas forcément capable d'être... Enfin, je veux dire, les personnes ne sont pas forcément capables de cet amour-là. C'est ce vers quoi on doit tendre. On devrait tendre, si on veut, si on a comme ambition, enfin comme ambition, comme envie, comme finalité de s'élever, de dépasser sa conscience simplement assez basse et d'élever son niveau de conscience pour aimer, s'aimer soi, aimer les autres comme on s'aime soi-même, aimer le monde aussi. Et bien sûr la divinité, puisque le monde c'est la divinité, la source, etc. Donc on est dans quelque chose de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de tout, l'amour du divin, l'amour de l'univers, etc. Un amour effectivement très généreux. Et les êtres humains ne sont pas forcément tous capables, surtout quand ils sont très jeunes, de cet amour, ou quand ils ne sont pas assez matures. Et donc, on peut ne pas avoir été aimé complètement, c'est-à-dire ne pas avoir été compris aussi, qu'il n'y ait pas eu ça, et ça peut nous avoir manqué. Parce que forcément, on se sent rejeté quand on ne se sent pas compris ou comprise. Donc on a l'impression qu'on n'est pas aimé, et peut-être que les personnes ne savent pas aimer aussi comme elles auraient dû. Ça viendra peut-être après, il faut pouvoir pardonner pour ça, mais c'est vrai que ça peut manquer. Alors, ce que je voudrais expliquer ici, alors je voudrais parler un petit peu ici de l'Ho'oponopono, parce que c'est peut-être que des personnes connaissent cette sagesse hawaïenne.
De quoi je voudrais parler aussi comment on fait pour s'aimer soi-même au jour le jour et pas seulement physiquement. Parce que j'avais parlé de l'enveloppement, de se faire du bien en prenant des bains, de faire du bien à son corps, en faisant de l'automassage quand on a mal quelque part, au lieu d'ignorer en se disant oh c'est pas grave, j'ai mal au dos mais c'est pas grave. Bah justement, se dire bon bah ce soir je prends un temps pour moi, je me fais un automassage en du dos. Alors c'est pas simple, hein. On peut se faire masser par quelqu'un d'autre, mais on peut aussi se le faire soi-même, ou alors de la nuque, parce que souvent on a la nuque très tendue, hein, le cou très tendu quand on est stressé. Donc des choses comme ça, vous voyez, des petites choses, ou se faire un petit achat pour soi, parce qu'on sait que c'est un produit qui va nous faire du bien, pardon. Des compléments alimentaires, par exemple, si on a besoin de vitamines, des choses comme ça, pardon. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est aussi, et ça c'est une des choses que je voudrais vous transmettre en même temps que le Ponopono, avec le Ponopono, ça y est, ça vient de me sortir de l'idée. Ah oui, faire le calme en soi, parce que je vous ai dit que j'allais vous parler de la méditation, donc ça sera le cas dans d'autres émissions sur d'autres thèmes, mais faire le calme en soi, c'est se faire un cadeau dans ce monde où justement tout va très vite, tout est bruyant, il y a beaucoup de dureté, beaucoup d'agression dans les rapports humains, dans les liens, beaucoup de déception, etc. Donc, faire le calme en soi, c'est déjà un pas vers l'amour de soi. Parce que c'est ce que je disais dans les autres émissions, il faut d'abord faire le calme en soi pour pouvoir s'aimer, parce que il faut faire le calme pour voir qui l'on est, contempler cet infini qu'il y a en soi, et en même temps cette personne que l'on est, qui habite ce corps que l'on a. Et alors, on va voir plusieurs niveaux à l'intérieur, c'est-à-dire ce que l'on est profondément, on va voir cet infini du monde, de l'amour, de l'univers, en fait, qui rejoint évidemment la divinité, l'amour de tous, l'amour agapé. Et puis, notre personnalité, voilà, qui l'on est. Alors, le premier petit niveau de personnalité, c'est-à-dire on est quelqu'un qui est plutôt, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, les choses qui me passent par la tête, de quelqu'un qui est plutôt rangé, organisé, ou alors qui est plutôt brouillon, créatif. Donc on est souvent dans quelque chose de binaire, donc essayez de voir un petit peu comment l'on est. Donc je compte aussi mettre des petits tests de personnalité, enfin un petit test de personnalité qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît le mieux et qui je trouve permet de bien vous positionner quand on n'a pas la connaissance de soi. C'est un petit test de personnalité qui fait partie, qui vient de l'analyse transactionnelle. Donc je pourrais en parler un petit peu plus, c'est un outil de connaissance de soi très intéressant. Beaucoup de gens parlent de la PNL, oui, pourquoi pas, c'est aussi intéressant. Mais c'est la PNL qui a permis après toutes les techniques de manipulation de se conceptualiser et de s'améliorer. Donc c'est vrai que je parlerai plutôt de l'analyse transactionnelle, mais pas sur ce thème de l'amour de soi, parce qu'il faudra bien qu'il finisse un jour. Alors faire le calme en soi, on va commencer par ça. Donc on fait le calme en soi physiquement, c'est-à-dire s'allonger ou s'asseoir dans une position confortable, et puis décider de contempler, comme si vous contempliez un paysage. Et vous allez arriver donc au calme mental, donc du calme physique, c'est-à-dire en décidant de vous arrêter, d'arrêter toute action et de ne rien faire. C'est le far niente, comme disent les Italiens, le rien faire. Mais en se tenant dans une position digne. Parce que souvent, quand on se dit « je fais rien », on se met sur le canapé, complètement désarticulé, le dos voûté, ou voilà, c'est-à-dire on n'est pas dans une position digne, bien que la position allongée puisse aussi être une position digne. Mais la position assise avec le dos droit surtout. Le dos droit qui permet d'avoir la tête droite sans forcément.
Et bien ça, c'est une position digne, parce que c'est une posture digne. C'est un petit peu, on peut le faire aussi en étant debout, en restant debout, sans forcément fermer les yeux, en regardant droit devant soi, en décidant de s'arrêter, d'essayer de détendre tous ses muscles, en faisant un scan intérieur par exemple. Donc, je ne vais pas vous faire, je vais pas vous faire une émission, quoi que je pourrais en faire si ça intéresse d'autres sur la méditation, ou sur la sophrologie, mais c'est un petit peu ça. L'important, c'est d'être dans une posture digne. Et en parlant de posture, je me rappelle qu'effectivement, je vous avais promis de vous expliquer le changement de posture pour justement être moins vulnérable aux pervers narcissiques. Donc, je parlerai aussi de la posture d'une prochaine émission. Faire le calme en soi physiquement permet de faire le calme en soi mentalement, c'est-à-dire de calmer ce bouillonnement d'idées qu'on a généralement, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire. On a une charge mentale importante. On est à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, pardon. Et on n'est pas dans le présent, au contraire. Et puis, on fait le calme émotionnellement aussi. Et alors, c'est lorsqu'on est dans ce calme qu'on arrive à comprendre, à accepter de se découvrir. Donc, ça fait peur un petit peu au départ d'être dans le calme. On est tellement habitué à toujours être actif. C'est même un orgueil d'être hyper actif, vous voyez, ça fait très bien quoi d'être hyper actif. Bon, moi je dis ça, je le suis aussi, mais je suis arrivée avec la sophrologie puis la méditation à avoir des moments où on sort de l'activité, où on est dans l'inactivité et on est dans la méditation. Donc c'est quand on est dans ce calme qu'on arrive à accepter de se découvrir et de se regarder au fond de soi. Ça ne veut pas dire qu'on va aller voir nos défauts, etc. Simplement, on va s'écouter, respirer, s'écouter vivre, s'écouter avoir des émotions, s'observer comme un observateur extérieur. Voilà, donc je voulais parler du calme en soi, qui permet de s'accepter et de se découvrir. Après, il y a d'autres techniques, d'autres petites techniques qui peuvent être intéressantes aussi pour apprendre à s'aimer soi-même. C'est être indulgent envers soi-même. C'est-à-dire, vous avez fait une erreur. Or, vous vous dites, par exemple, perfectionniste. C'est le cas de beaucoup de personnes. Bon, ben, vous avez fait une erreur, c'est une erreur. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez faite. Vous avez fait une erreur. C'est tout. C'est peut-être une erreur de comportement, une erreur de langage, une erreur dans une pratique, dans une action, une erreur par rapport à quelqu'un. Vous pouvez aller demander pardon, par exemple, mais vous n'êtes pas cette erreur. Vous avez fait une erreur. Ça arrive à tout le monde et souvent l'erreur, on dit que l'erreur est humaine, oui, mais l'erreur souvent, elle permet d'apprendre. Parce que vous êtes tombé plusieurs fois, vous avez réussi ensuite à marcher entre 12 et 18 mois, ou 10 mois pour les précoces. Donc en fait, on arrive à marcher une fois qu'on est tombé plusieurs fois. Il y a un petit livre de Charles Pépin, alors je dis Charles Pépin, mais je ne sais plus si c'est vraiment Charles, qui s'appelle Les Vertus de l'erreur, si je me rappelle bien. Je dis ça de mémoire. Vous pouvez aller le voir. C'est un petit livre coloré qui est facile à lire et qui nous apprend beaucoup. Donc vous n'êtes pas vos erreurs. Donc ça, apprendre à se pardonner les erreurs, parce que souvent on se dit, ah mais ça, je me le pardonnerai jamais. J'ai fait ça, je me le pardonnerai jamais. Donc c'est mettre la barre trop haut. On n'est qu'un être humain. Et c'est être dans l'impossibilité de se pardonner. Alors que, au contraire, se pardonner, c'est justement une preuve d'amour de soi. Et si vous commencez à vous pardonner, tout ce que vous avez fait, toutes les erreurs,
y compris par exemple celui d'être resté plus qu'il ne l'aurait fallu peut-être avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et d'avoir souffert à cause de ça, etc. Ou d'avoir fait souffrir par exemple vos enfants ou d'autres personnes et que les choses sont arrivées à cause de vous, soi-disant. Eh bien, pardonnez-vous. Parce que personne n'est à l'abri d'avoir rencontré un pervers narcissique et puis parce que c'est peut-être parce que vous n'aviez pas confiance en vous ou parce que vous étiez trop naïf, ou que ne connaissiez pas cette façon d'être, que vous vous êtes fait avoir. Ça peut arriver à tout le monde, donc pardonnez-vous. Alors, après le pardon, il y a aussi il y a la douceur, le fait d'être doux avec soi-même. Souvent, on est très dur avec soi-même, on se dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Donc c'est autre chose que l'erreur. Hein. C'est le fait d'être dur avec soi-même et de rien laisser passer. D'être dans une trop grosse rigueur, trop grande rigueur, qui en fait n'est plus de la rigueur, mais carrément de la rigidité. Et de se dire, mais j'aurais pas dû faire ça, il faut que je sois comme ça, je dois être comme ci et comme ça, avoir telle et telle qualité. Et mon Dieu, mais quel imbécile, j'ai même pas vu ça, je suis passée au feu rouge par exemple, ou des choses comme ça. Quel imbécile je suis. Alors arrêtez de vous traiter de tous les noms. Ce que vous pouvez dire, bon, moi c'est ce que je fais, après chacun fait comme il veut. Chacun fait à sa manière, hein, sur le ton qu'il veut, et puis avec son mode à lui. Hein. Moi je dis mince, ou bon voilà, parce que je veux pas dire de grossièreté, parce que j'en dis peu. D'ailleurs mes enfants me disent que les grossièretés dans ma bouche ça leur ferait bizarre. Bon, j'en dis aussi, mais je trouve que c'est qu'on peut avoir ce respect pour soi-même et pour les choses. D'appeler les choses par leur nom, il existe des mots. Et bon, pourquoi être grossier? C'est vraiment une mode, c'est vraiment un état d'esprit de vouloir être grossier pour tout, pour rien, avec des mots vraiment horribles. Je sais que dans le sud de la France, on dit beaucoup, par exemple, putain, comme si c'était une ponctuation, ou alors comme pour dire quelque chose, pour exprimer qu'on est étonné, émerveillé, etc. Je trouve ça, franchement, bien qu'il y ait beaucoup de gens de ma famille qui parlent comme ça, mais je trouve ça désolant. Parce que il y a beaucoup de choses pour exprimer la beauté, l'émerveillement, beaucoup de mots. Alors pourquoi dire des grossièretés qui n'apportent rien et qui ne font qu'aller dans le sens du dégoût? Et puis après, ça devient même des habitudes, on ne se rend même plus compte. Ils deviennent presque des synonymes de mots qu'on a oubliés d'ailleurs, qui n'existent plus après dans notre langage parce que on les oublie. Bref. Donc je dis juste mince. Oh mince alors, c'est pas vrai. Je me suis trompée, voilà. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'énerver à outrance. On peut simplement dire les choses, les remarquer, mais moi je fais ça peut-être parce que ça fait longtemps que je fais de la méditation. Quand on fait depuis longtemps de la méditation, on peut sortir de ses gonds hein, quand on est vraiment très énervé, mais on en arrive à être dans un état d'esprit, dans un état d'être constant dans la journée, qui est tout le temps, comment dire, qui est assez constant justement, qui est assez constant, c'est-à-dire une humeur qui n'est jamais avec des hauts très hauts et des bas très bas, comme c'était le cas avant que je ne pratique la méditation assidûment. Donc en fait, on est dans un équilibre et dans une stabilité, je dirais, d'humeur. Alors il y a des joies, mais elles sont pas exprimées avec du tapage, des grands cris, etc. Ou alors à d'autres occasions et différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de la joie et tout ça, au contraire, mais elle est extrêmement profonde et on n'a pas besoin de l'exprimer pour les autres.
Elle peut s'exprimer par exemple plutôt par des larmes ou alors par une profonde gratitude et puis je vous expliquerai aussi cette hygiène des émotions. Quand on reçoit des émotions, comment faire en sorte qu'elles ne se bloquent pas. Donc ça, je compte expliquer aussi ça dans d'autres vidéos. Alors je vais laisser là parce que j'ai tendance à beaucoup dériver. On dit, bon, on peut se dire, voilà, je me suis trompée. C'est tout. Ou alors, ah mince, je me suis trompée, mais rester dans la douceur avec soi-même. C'est-à-dire se le pardonner. Et je vais faire donc la transition avec l'Ho'oponopono. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez certainement les 4 mots magiques, entre guillemets, de l'Ho'oponopono, qui est cette philosophie hawaïenne, et cet état d'esprit, cette façon de vivre, façon d'être, qui est beaucoup dans l'empathie justement et dans la bienveillance, mais envers soi-même, et qui permet de ne pas avoir tous ces blocages qui restent chez nous occidentaux par exemple, ou d'autres personnes d'autres cultures qui ne connaissent pas cette hygiène, on pourrait parler d'hygiène, oui, émotionnelle. Alors ces 4 mots sont désolé, pardon, merci et je t'aime. Voilà, désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors ces 4 mots, en fait, permettent de nettoyer toutes les mémoires ancestrales. C'est comme ça que l'explique cette philosophie hawaïenne, si on peut parler de philosophie, parce qu'elle est quand même très pratique. Et ça permet de sortir des blocages. Alors on peut le dire pour soi, on peut le dire pour d'autres, en leur présence ou sans leur présence. Lorsque par exemple on en veut à quelqu'un de notre famille, mais qu'on sait très bien qu'on a aussi notre responsabilité dans l'histoire. Parce qu'il y a toujours, c'est un petit peu comme les constats automobiles, lorsqu'il y a un accident, on doit toujours rester maître de son véhicule. C'est le premier principe. Donc si je peux faire, si vous me permettez cette petite image qui n'est pas très heureuse, mais bon. Eh bien en fait, on doit toujours rester maître de son véhicule. Donc c'est-à-dire que soi-même, on a toujours aussi notre propre responsabilité, c'est d'avoir fait ce qu'on a fait, ou de n'avoir pas fait ce qu'on n'a pas fait, d'avoir subi, de ne pas se pardonner les choses. Donc en fait, dans la relation, on est toujours, comme dit Salomé, Jacques Salomé, dans la relation, on est toujours 3. C'est-à-dire, il y a toujours nous, l'autre et la relation. Donc en fait, on a toujours aussi, nous, notre propre responsabilité. Et donc c'est bien aussi, même si l'autre n'est pas là, soit de lui écrire une lettre, ou bien de écrire à son intention, même si on ne le lui donne pas, ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. Parce que ça permet de ne plus avoir de ressenti négatif par rapport à ce qui s'est passé et de pouvoir passer outre et enfin accéder à un niveau de relation meilleur, nettoyé de toutes ces rancunes par exemple qu'il pourrait y avoir, de toutes ces choses qu'on n'a pas oubliées, qui nous restent en travers de la gorge ou qu'on n'a pas dépassées. Parce qu'il ne s'agit pas d'oublier, de même que l'agression perverse, il ne s'agit pas de l'oublier, de toute façon on ne pourra pas l'oublier, mais simplement de la dépasser, de comprendre qu'on est passé à autre chose et qu'on a pu pardonner. Parce que ne pas oublier, alors il y a quelqu'un dans un commentaire, donc Zoro pour ne pas la citer, qui m'a dit, mais effectivement, Boris Cyrulnik nous dit, mais il ne faut jamais oublier, en parlant du totalitarisme, etc. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier, parce que Boris Cyrulnik parlait là du totalitarisme, il ne faut pas oublier ces choses-là, pour que, au niveau générationnel, les générations suivantes sachent que le totalitarisme, on peut
exister n'importe quand, on peut se faire avoir. N'oubliez pas que celui qui a permis ce totalitarisme a été élu, voilà, par les urnes, il a été choisi. Donc en fait, des personnes qui ne savent pas que la violence perverse existe peuvent se fourvoyer de nouveau, et donc c'est ce qu'il faut transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., pour qu'ils ne se fassent pas avoir et sachent que ça existe, qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et que le mal existe, que la perversion existe. Simplement, elle n'est pas forcément partout, mais elle existe, mais le bien existe aussi, et les relations saines aussi. Donc, sur le fait de ne pas oublier, bien sûr, vous ne pourrez pas oublier, mais vous allez pouvoir vous reprendre votre histoire en la réécrivant, c'est-à-dire en la comprenant autrement. En vous pardonnant ce qui s'est passé, vous pourrez pardonner à l'autre. N'allez pas aller lui dire, parce que n'allez pas dire à un pervers que vous l'avez pardonné, parce que déjà il va rien comprendre, et puis en plus c'est pas à le faire, c'est-à-dire il faut arrêter la relation avec lui ou avec elle, c'est tout quoi. Mais vous pouvez vous pardonner d'avoir subi tout ça. Donc dites-vous à vous-même aussi ces 4 mots: désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez vous les dire tous les matins. La méthode Coué, ça marche. Vous pouvez vous les dire tous les matins, tous les soirs. Vous pouvez vous les dire avant de faire une méditation, après. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du calme, mais quand on rentre en soi-même, qu'on est seul avec soi-même et qu'on peut se parler. Donc parlez-vous aussi, ça fait partie, ça peut aider à l'amour de soi. Se parler, alors se parler, s'adresser à soi, à soi-même. Vous pouvez vous écrire, alors écrire un journal, vous savez que ça se fait aussi, ça revient un petit peu, tendance, avec toute cette mode du développement personnel, enfin toute cette tendance. Les journaux, alors les journaux, moi ce que je conseille aussi, c'est les journaux avec le... Parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Vous prenez votre dictaphone et puis vous vous parlez à vous-même. Et ça vous permet, en réécoutant votre journal, de vous rendre compte de ce que vous avez dit avant, de ce par quoi vous êtes passé, de mesurer le chemin parcouru, de pouvoir fêter vos progrès en vous en rendant compte. Parce qu'au jour le jour, on ne se rend pas compte des progrès qu'on a fait. Vous pouvez, lors d'un journal, souvent les personnes écrivaient « cher journal ». C'était le cas pour le journal d'Anne Frank, par exemple, pour ceux qui connaissent. Elle commençait en écrivant « cher journal ». Donc vous pouvez commencer aussi en faisant un petit peu comme si ce journal était quelqu'un d'autre, une amie, un ami, ou bien comme si vous parliez à vous-même, c'est-à-dire « cher moi ». Ou alors « cher », et puis vous dites votre prénom. Ou bien vous trouvez une autre manière. C'est à vous d'inventer cette façon de vous adresser à vous. C'est important de s'adresser à soi. Et très souvent on entend « Ah, tu parles tout seul, bientôt l'HP, HP comme hôpital psychiatrique, hein, pas comme au potentiel. » Donc des choses comme ça, alors que pas du tout, c'est un signe au contraire de confiance en soi, d'amour de soi, et puis du fait qu'on n'ait pas peur du ridicule, de se parler à soi-même, et puis au contraire, ça se permet d'avoir les idées claires. Quand on dit par exemple « Ah, il faut que je fasse ça, bon, alors là je fais ça, je mets tel dossier à tel endroit, alors là je vais faire ça. » En fait, c'est une manière d'être concentré, de rester concentré. Donc vous avez chacune votre manière de vous concentrer. Ne vous privez pas de le faire en ayant peur du ridicule. Ne soyez pas dans la peur d'une manière générale, mais dans la confiance. Dans la confiance, pas en soi au début si vous n'avez pas confiance en soi, parce que ça va venir petit à petit, mais confiance dans la vie. Faites confiance à la vie. Vous êtes arrivé là. Vous n'êtes pas forcément là par hasard. Vous êtes né du désir, d'un désir. On ne sait pas, le désir de vos parents, le désir divin. Vous êtes né du désir. Vous êtes né de la vie elle-même. Et vous êtes là, vous êtes unique. Donc, vous êtes un enfant de l'univers, en fait, hein, un enfant des étoiles, de ce grand univers tout autour de nous. Et vous êtes en plus unique, à part les jumeaux, mais on sait maintenant que les jumeaux aussi ont des consciences individuelles. Donc, vous avez le droit de vous adresser à vous, et c'est au contraire comme ça que vous allez vous aimer.
Et puis, ça va vous permettre de mettre de la distance entre vous et vous. C'est assez bizarre, mais ça permet d'avoir un regard extérieur, comme si vous étiez quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui était là à vous regarder de l'extérieur et à se dire, bah, regarde cet être. Voilà ce qu'il a vécu, voilà où il en est. Puis voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Et vous allez prendre de la distance par rapport à votre vie. C'est un petit peu la différence avec, par exemple, si vous êtes inattentif et que vous restez dans l'ego avec une conscience basse, eh bien, vous êtes la petite fourmi qui avance mais qui ne voit pas grand-chose. Chaque petit caillou, ça lui semble un énorme rocher. Elle ne voit pas ce qu'il y a derrière, elle ne voit pas ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière, et elle ne voit pas ce qu'il y a à l'infini. Et puis, quand vous regardez autrement de l'extérieur, que vous changez de regard, d'angle de vue, vous prenez du recul, alors là, c'est comme si vous étiez cet oiseau dans le ciel qui regarde la fourmi, qui regarde le caillou qui est devant elle. Et là, vous pouvez vous dire, mais c'est juste un petit caillou. Puis je vois qu'il va y avoir une dizaine de cailloux encore devant. Je vois que la fourmi, elle va zigzaguer avant d'arriver là où elle veut aller. Et puis la fourmi, elle n'a pas de visibilité. Tandis que vous, quand vous êtes l'oiseau là-haut, vous avez de la visibilité. Méditer sur soi, c'est ça. S'aimer soi-même, c'est aussi se regarder et se dire, mais en fait, c'est infini tout ce qui est devant moi, tout ce qui est derrière moi, tout ce qui est à côté de moi. Le monde est immense et moi, je suis un petit morceau de conscience qui est là et j'ai le droit de vivre. Ce qui m'est arrivé, c'est mon histoire. Mais en fait, j'ai possibilité d'agir. Justement, plus je me mets à l'extérieur, plus je peux agir. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Mais j'espère que vous avez pu visualiser avec moi quand j'ai parlé de la fourmi et de l'oiseau. Envolez-vous. Tout ce que j'ai essayé de dire dans les vidéos, les mots étaient choisis. C'est-à-dire quand j'ai dit envolez-vous, c'était vraiment parce que j'avais cette idée de l'oiseau, vous voyez, qui s'envole et puis qui peut regarder le monde de là-haut. Et alors là, on voit les choses de manière différente. Alors s'aimer soi-même, c'est aussi donc prendre ce recul avec soi pour pouvoir s'observer. Et puis aussi avoir ce regard aimant, le regard aimant d'une mère, enfin de ce que devrait être une mère pour celles qui sont mamans, je le suis aussi, et mère. On n'est jamais une mère parfaite, hein, mais c'est dans l'esprit maternel de ce que devrait être un regard de mère en général. Vous n'allez pas vous culpabiliser en vous disant est-ce que j'ai été une bonne mère, mauvaise mère, ça n'a rien à voir. Hein. Il faut le prendre dans le sens général. Eh bien, ce regard-là, c'est un regard plein de bienveillance, plein de d'amour en fait, hein, de reconnaissance, de gratitude, d'émerveillement. Vous savez, la mère, elle est émerveillée de voir son enfant, ce petit être qui n'existait pas 9 mois auparavant. Il est là, hop, parachuté, il gigote, il est capable de regarder, de sourire, d'interagir. Dans son regard, on voit une nouvelle conscience. C'est incroyable. Donc la mère est pleine de gratitude. Et vous allez devenir votre propre mère. Votre propre, comment dire, esprit de bienveillance, esprit d'acceptation par rapport à ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à reconstruire quand on ne l'a pas eu. Cette espèce de bain qui nous entoure, un petit peu comme quand on était dans tous, puisqu'on est nés tous du ventre d'une mère, quand on était dans l'équilibre amniotique qui était exactement à la température qu'il fallait, et qu'on était bien, qu'on était dans un bien-être total. Eh bien, essayez de retrouver par l'enveloppement cette enveloppe
au niveau de la température, au niveau du toucher, au niveau du tout qui vous enveloppe, qui vous sécurise. Essayez de retrouver cet esprit de la mère qui vous a manqué, ou de l'amour de la mère qui vous a manqué jusque-là. Donc soyez bienveillant envers vous-même, soyez tolérant. Vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas parfait, mais ce que vous l'êtes. Et vous êtes unique. Et dans votre imperfection, vous êtes parfait, vous êtes parfaite. Parce que vous êtes qui vous êtes. Voilà. Déjà de ce fait. Donc n'allez pas vous dire, mon Dieu, mais moi, je suis horrible, je me dégoûte, j'ai honte de moi. Ce serait vraiment malheureux d'avoir honte de soi, alors que on est unique, on est dans cette vie, c'est merveilleux, c'est formidable. Et très certainement qu'on a des choses à faire, qu'on a plein de capacités, plein de possibilités. Ne les gâchons pas, prenons au contraire du recul, regardons qui nous sommes, pardon. Essayons d'avancer et de nous élever en conscience. Alors, ayez ce regard bienveillant envers vous-même. Les matins où vous avez une tête horrible, vous pouvez vous dire « Oh, j'ai une tête horrible ce matin ». Eh bien, prenez soin de vous encore plus. Quand vous êtes très énervé, très fatigué, vous savez plus où vous en êtes, ou vous êtes déprimé, octroyez-vous le droit de vous énerver, d'être en colère, le droit de pester, le droit de pleurer. Si vous êtes triste, vous n'en pouvez plus, vous savez qu'il faut craquer, il faut que ça sorte. Octroyez-vous tous ces droits, comme une mère qui laisse l'enfant être ce qu'il a besoin d'être. Donc soyez bienveillants. Donc essayez de retrouver cette mère en vous. Et c'est vrai que le fait de se parler à soi-même, en tout cas chez moi ça a marché, permet de retrouver sa mère originelle. Et ensuite vous aurez toujours ce rapport avec vous-même, ce dialogue avec vous-même possible. Et je vais vous raconter quelque chose aussi. Quand j'ai su que justement j'avais retrouvé cet amour maternel qui m'a manqué, alors pourtant j'ai eu une maman et une mère, une maman vraiment exceptionnelle et qui l'est toujours, mais il m'a manqué des choses, parce que mon père était pervers narcissique et l'est toujours, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Et je lui en ai voulu quand même d'avoir eu ce père-là, et puis du fait qu'elle n'a pas forcément vu tout ce qu'elle aurait dû voir, parce qu'elle était aussi dans cette problématique certainement, bon, et d'autres, et qu'il fallait déjà qu'elle puisse les résoudre avant de pouvoir résoudre et s'occuper, sécuriser son enfant. Et puis elle ne pouvait pas tout faire à la fois. Donc je lui ai pardonné, bien sûr. Donc il faut pouvoir pardonner déjà à sa propre mère d'avoir été insuffisante, parce qu'on est toujours, même quand on est mère, on est insuffisante de toute façon. Même si on est une mère suffisamment bonne, on sera insuffisante pour l'enfant et de manière différente pour chaque enfant. Même sans le savoir, nos enfants seront toujours là pour reprocher telle et telle chose. Donc pardonner à sa propre mère et ensuite se pardonner à soi-même et trouver en soi sa propre source maternelle, je dirais. Sa propre source de bienveillance et d'amour inconditionnel, éternel et qui n'attend rien. Voilà. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que à un moment donné, j'ai fait un rêve et qui m'a profondément marqué, qui a montré que ça y est, j'avais trouvé ma propre mère. Et donc plus jamais je n'aurais besoin absolument des autres et je courrais après l'amour, après cet amour désespéré. Quand j'ai fait ce rêve, j'ai fait un rêve que j'étais devant la plage, une plage très calme, un peu comme la Méditerranée, où il n'y a pas de marée, avec de petites vaguelettes sur la grève en plein été, donc un très bon temps, très doux le matin.
Je regardais le soleil, donc au fond, qui soit se levait, soit se couchait, je ne me souviens plus, parce qu'il se levait. Et j'étais en fauteuil roulant. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je rende le fauteuil roulant absolument. Donc je suis allée le rendre. Et puis je suis revenue debout devant cette mer. Donc tout est symbolique dans les rêves, hein. Et il y a beaucoup de jeux de langage. Donc la mer, comme la mer Méditerranée, et la mer M-E-R-E, comme la maman. Tout ça a été lié, quoi. Donc c'est très symbolique, l'univers onirique, l'univers des rêves. Et donc je me tenais debout devant la grève, en étant étonnée, car je pensais que j'avais encore besoin de mon fauteuil pour marcher. Je n'étais pas capable de marcher debout. Eh bien si. Et puis je n'osais pas rentrer, mettre mes pieds dans l'eau et rentrer dans cette mer. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'elle soit froide. Donc, vous comprenez certainement, évidemment, le symbolisme de la froideur de la mer. Non pas que ma mère ait été froide, pas du tout, mais c'est parce que j'avais peur de ne pas trouver l'amour inconditionnel, éternel et qui n'attend rien. J'avais peur qu'en fait cet amour ne soit pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et j'ai pas osé y aller. Et puis finalement, j'ai mis mes pieds dans l'eau et j'ai vu que c'était juste à la bonne température. Ni trop chaud, ni trop froid. Et j'ai été très étonnée. C'était le deuxième étonnement. Le premier, c'était que je puisse me tenir debout seule et marcher. Et le deuxième, c'était que la mer était à bonne température. Elle était chaleureuse. Et j'avais trouvé ma propre mer. Et le soleil se levait. En tout cas, elle était là. Au fond, comment dire, au bout du bout du bout du bout de l'infini. Et c'est très beau cette image du soleil qui était là, puisque vous connaissez l'importance de la lumière pour moi. J'espère qu'elle aura aussi cette importance pour vous, que vous y penserez quand vous aurez un trait de lumière qui viendra se poser directement sur vous, ou bien que vous verrez la lumière le matin en vous levant. Car pour moi, elle est vraiment extrêmement... C'est un symbole, en fait, cette lumière. Et voilà, voilà ce que je voulais vous dire, donc je voulais terminer là-dessus, sur ce rêve magnifique, qui m'a très doux, qui m'a permis de comprendre que j'ai trouvé ma propre mère, et que plus jamais je n'aurais un besoin de le trouver chez l'autre, et qu'à présent j'étais prête à aimer réellement. Donc peut-être que la prochaine fois on parlera, et ça sera la dernière émission sur l'amour de soi. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci la dernière émission ou si ce sera après. Tout dépend. En fait, je vais voir si j'ai oublié quelque chose et je referai une émission. Ah oui, je referai forcément une émission puisque je veux vous parler de la rencontre avec l'autre et de l'énigme de l'autre et des rapports entre la rencontre de soi et la rencontre avec l'autre. Donc voilà, c'était donc l'avant-dernière émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Trouvez votre mère intérieure. Et je suis certaine qu'avec tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là, vous allez savoir où chercher et vous allez pouvoir la trouver. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine.